prospective, quels sont les enjeux en termes de structuration, de compétitivité de l'industrie de défense européenne. Donc pour entrer de suite dans le vif du sujet, je vais commencer par interroger donc chacun des panélistes sur cet aspect donc de ce qui s'est passé depuis 2 ans. Et je vais commencer avec vous, Anne Faure. En complément des actions qui ont été menées par l'Union européenne avant la guerre en Ukraine, qui étaient déjà nombreuses, il y a eu d'autres initiatives qui ont été lancées, EDIRPA, ASAP, etc. Quel jugement vous portez sur l'efficacité de ces programmes jusqu'à présent ? Là, est-ce que ça marche ? Oui ? Très bien. Merci beaucoup. Ça marche mieux, je pense. Bon, je pense que ça marche. Voilà, merci beaucoup. Merci et merci pour m'avoir invité pour présenter en fait les initiatives européennes qui ont été lancées depuis les 2 dernières années en matière de soutien à la base industrielle et technologique de défense européenne. Comme vous le savez, alors juste peut-être pour rappeler pour ceux qui ne connaissent pas la DG Défi, donc c'est une direction générale industrie de défense et espace au sein de la Commission européenne qui a été créée en 2020, donc c'est une nouvelle direction générale pour rassembler toutes les activités en soutien du secteur industrie de défense et espace. Et effectivement, depuis les dernières années, nous avons dû, aussi au regard du contexte sécuritaire, lancer un certain nombre d'initiatives. Je voudrais juste revenir un petit peu et rappeler ce que sont ASAP et EDIRPA, puisque vous les avez mentionnés dans votre propos introductif. Donc, juste pour rappeler qu'en mars 2022, les chefs d'État et de gouvernement des 27 États membres de l'Union européenne ont demandé à la Commission et aussi aux représentants de faire une analyse sur le déficit d'investissement dans le secteur de la défense et de proposer des mesures pour soutenir la compétitivité de l'industrie de défense européenne. Et nous avons donc sorti une communication conjointe en mai 2022 qui présente les résultats de cette analyse et qui annonce un certain nombre de mesures que nous allons, dans les mois qui suivent, mettre en place au niveau européen. Je voudrais juste rappeler les principales conclusions de cette analyse, puisque c'est sur la base de cette analyse que nous avons ensuite fait un certain nombre de propositions, y compris de propositions législatives. Alors, ce que nous avons conclu et ce que nous avons établi, c'est que la base industrielle de défense européenne est capable de fournir des produits de défense de haut de gamme tout au long de l'éventail des capacités requises par les États membres et reste compétitive sur le marché mondial et intérieur. Donc c'est quand même une base industrielle compétitive, mais elle souffre d'investissements non coordonnés et insuffisants dans le domaine de la défense et d'une fragmentation persistante de la demande. En gros, les États membres travaillent sur une base vraiment nationale et ne coopèrent pas assez, et en particulier dans leurs commandes auprès des industriels européens. Aussi, nous avons aussi pu constater un manque de transparence sur les projets d'acquisition qui rend aussi la planification et un manque de prévisibilité pour les entreprises. Lors de cette analyse, nous avons aussi quantifié ce qu'on appelle le déficit d'investissement en faisant un parallèle en prenant comme base de départ les 2% d'investissement de défense agréés au sein de l'OTAN. Et nous sommes venus à la conclusion que si entre 2006 et 2020, tous les États membres de l'Union européenne avaient consacré 2% de leur produit intérieur brut pour la défense, nous aurions eu 1100 milliards d'euros de plus d'investissement défense, dont 270 milliards d'euros d'investissement dans la R&D et l'équipement. Donc là, on a vraiment essayé de quantifier un petit peu ce déficit d'investissement dans la défense. Alors évidemment, nous avons vu une augmentation, et vous le rappeliez, des budgets de défense suite à l'agression par la Russie de l'Ukraine. Mais le risque que nous avons vu aussi pointer, c'est la question d'un investissement non coordonné de cette augmentation des budgets européens et aussi l'impact que ça pouvait avoir sur la base industrielle de défense européenne.
La question, c'était vraiment de voir comment on pouvait soutenir la montée en puissance de la base industrielle de défense européenne de façon un petit peu organisée et éviter d'une part la flambée des prix, puisqu'on avait une augmentation des demandes, et des capacités de production qui restaient encore en fait calibrées pour un temps de paix. Or, nous nous trouvons dans une situation de sécurité tout à fait différente. Et dans ce contexte, nous avons proposé 2 mesures immédiates. D'une part, la création d'une task force avec l'Agence européenne de défense, la Commission, qui visait à identifier d'une part les besoins communs des États membres dans le but de faciliter la coordination des projets d'acquisition des États membres, que ça ne se fasse pas de façon désorganisée mais avec une certaine coordination, mais également une cartographie sur base volontaire des capacités de production de la BITE. Parce qu'on s'est aperçu aussi que souvent, les États membres de l'Union européenne n'avaient pas une bonne image de la base industrielle de défense européenne, ou en tout cas n'avaient pas une image très précise des capacités de cette base industrielle, ce qui a mené certains États membres à plus facilement acheter hors de l'Union européenne qu'au sein de l'Union européenne. Et donc, sur la base de le travail de cette task force, nous avons aussi pu, en parallèle, présenter un nouvel instrument de soutien à la coopération dans la phase d'acquisition des produits de défense au niveau européen. L'idée, c'était de mettre du budget de l'Union européenne sur la table pour inciter les États membres à coopérer dans la phase d'acquisition des produits de défense. Donc l'idée, encore une fois, ce n'est pas pour la Commission d'acheter des armes, mais vraiment d'aider à la coopération entre les États membres. Et nous avons suffisamment entendu que coopérer dans le domaine de la défense, coopérer dans des projets d'acquisition défense, c'est complexe et ça demande souvent beaucoup plus d'efforts pour un État membre que d'acheter tout seul. C'est pour ça que nous avons proposé de mettre ce que vous avez cité, le programme EDIRPA sur la table, qui a été ensuite approuvé par les co-législateurs de l'Union européenne, le Parlement et le Conseil des ministres, afin de pouvoir inciter les États membres à acheter ensemble et ainsi donner plus de visibilité à l'industrie pour qu'elle puisse organiser sa montée en puissance. Parce que le constat est, nous avons une base industrielle compétitive, mais qui doit encore développer ses capacités de production pour pouvoir répondre à la demande croissante des États membres et éventuellement aussi d'autres États. Donc ça, c'est le premier point. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer des DIRPA ? Je pense que c'est encore un peu tôt pour le dire parce que nous allons bientôt annoncer l'adoption du programme de travail dans les prochains jours. Le programme de travail, c'est quel type d'acquisition en commun nous allons soutenir. Mais nous voyons déjà un effet assez bénéfique puisque nous avons entendu déjà un certain nombre d'États membres qui ont des échanges pour se grouper. Donc pour nous, il y a déjà un effet incitatif très important et bien sûr, il faudra surveiller la mise en œuvre de ce premier programme. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Et je voudrais juste dire, oui, je suis déjà trop longue. Je voulais juste dire aussi, dire 2 mots sur un autre programme que nous avons mis en place dans le cadre de la question des munitions, la livraison des 1 million de munitions à l'Ukraine, qui est le programme ASAP, qui est là encore, c'est une autre utilisation du budget européen. C'est mettre du budget européen sur la table pour inciter les industries européennes, en particulier l'industrie des munitionnaires européens, avant même d'attendre les commandes par les États membres, à commencer à investir dans leur montée en puissance. Donc c'est un programme qui vise à dérisquer en fait, l'investissement des industriels de défense. Là encore, on va en fait avoir les résultats du programme ASAP dans les prochains jours. Donc on verra un petit peu quels sont les types de projets qui ont été soutenus. Mais l'intérêt, c'était déjà d'établir une cartographie relativement précise des munitionnaires en Europe, mais aussi identifier des goulets d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement, tout ce qui pouvait être amené à freiner en fait, la montée en puissance et l'augmentation des capacités de production de l'industrie. Donc ça, je pense qu'encore une fois, il est encore un peu tôt. Votre question est quelles sont les leçons à tirer ? Mais je pense que, je dirais, deux principales conclusions. D'une part, c'est la première fois qu'on mettait du budget européen sur la table pour ce type d'intervention et ça donne un signal politique que l'Union européenne soutient les efforts de l'industrie de défense dans sa montée en puissance. Et deuxièmement, encore une fois, le mot-clé, c'est la coopération. Nous avons besoin de plus de coopération entre États membres aussi
pour soutenir l'industrie européenne de défense et sa compétitivité. Merci. Merci pour ce panorama précis, et notamment sa dimension historique, comprendre d'où ça vient. Donc pour continuer ce tour de table sur l'adaptation depuis 2 ans, Nicolas Grangier, je me tourne vers vous. On a beaucoup parlé de l'expression économie de guerre qui a été prononcée par le président de la République au salon Eurosatory il y a bientôt 2 ans. L'idée étant d'adapter l'industrie européenne, l'industrie française notamment, mais pas que. Et au sein de la DGA, vous êtes en charge de ces questions d'adaptation de l'outil industriel. Donc quel est pour vous aussi le bilan que vous faites de cette prise de position depuis 2 ans, on va dire? Alors, merci pour votre question et merci aussi pour l'invitation, ce qui me permet d'expliquer un peu plus ce qu'est l'économie de guerre. Déjà, je vais résumer tout de suite de manière un peu caricaturale ce qu'est l'économie de guerre pour que tout le monde prenne conscience de ce qu'il y a derrière. L'économie de guerre, c'est produire plus vite, moins cher. Voilà. Donc c'est ça l'objectif. Donc ça fait écho complètement à ce que disait Anne Fort à l'instant. Alors après, comment ça se matérialise? Ça se matérialise par une meilleure visibilité donnée à l'industrie. En fait, c'est un prérequis, ça, la visibilité qu'on va donner à l'industrie, parce que ça permettra d'améliorer les relations et les discussions entre l'État et l'industrie, justement pour à la fois analyser les capacités de production, ce que disait Anne Fort. Je ne vais pas arrêter de vous paraphraser parce que mon discours va faire écho à plein de vos points. Et aussi et surtout cette analyse des goulets d'étranglement, donc des capacités critiques de l'industrie, à la fois au rang 1, mais ça peut aller jusqu'au rang 5 ou en dessous, parce que c'est ces goulets-là en fait qui sont les points critiques sur lesquels il va falloir agir. Et je parlais de refonder le dialogue État-industrie, c'est l'action, elle se fera en liaison avec l'industrie, des fois par des actions étatiques, des fois par des actions industrielles, des fois par les deux, enfin bien souvent par les deux, et d'abord et avant tout par le dialogue qu'on aura avec les industriels, les grands industriels, pour identifier ces goulets-là. Donner de la visibilité, c'est important, je l'ai dit, ça passe par la loi de programmation militaire. Alors, vous l'avez entendu 500 fois, mais vous l'entendrez une 501e fois. La loi de programmation militaire, c'est 413 milliards d'euros. Donc, c'est un effort inédit de la part de l'État pour son industrie de défense. Et voilà, ça, c'est ce que met l'État un peu sur la table pour justement être en mesure d'avoir ce dialogue, ce meilleur dialogue avec l'industrie. Ça, c'est le premier point, donc la visibilité. Deuxième point, c'est la simplification. Donc simplification de beaucoup de choses, simplification dans l'expression de besoins, simplification dans la capacité d'action de l'État pour commander. Alors, je vais vous donner des exemples. Il y a eu des commandes récentes, tout du moins des annonces, de milliers de munitions téléopérées. Ça s'est fait sachant que la loi de programmation militaire a été votée il y a quelques mois uniquement. Donc on est dans un processus vraiment qui permet de commander plus vite, et on l'espère, de produire plus rapidement. Au-delà de la simplification, on a un point essentiel aussi qui est sécuriser les chaînes d'approvisionnement. Donc ça refait écho à mon point sur les goulets d'étranglement. Mais sécuriser les chaînes d'approvisionnement, ça peut passer aussi par des relocalisations. Donc il y a eu des exemples récents l'année dernière sur une relocalisation du site de production de poudre chez Roinco. Il y a eu un exemple également sur, ça concerne l'industrie navale, sur une industrie de soudage. Donc, et il y a d'autres annonces de relocalisation qui vont être faites dans les mois qui viennent. Donc ça, c'est aussi essentiel, cette relocalisation, pour sécuriser les chaînes, parce qu'évidemment, on se rend bien compte que s'il y a un conflit à l'autre bout du monde et qu'on ne peut plus approvisionner,
L'exemple du titane avait été évoqué il y a quelques années, mais cet exemple-là, il est évident parce qu'il concerne toute l'industrie aéronautique, mais il y a bien d'autres éléments pour lesquels on est soumis à des approvisionnements qui sont uniques ou alors qui sont dans des régions du monde, on va dire, qui peuvent être soumis à des situations géopolitiques un peu complexes. Le point suivant, c'est faciliter le recrutement ou agir pour que nos industriels puissent recruter. Donc là-dessus aussi, on fait des choses très concrètes en liaison avec l'industrie, puisqu'il y a un salon des métiers qui va être un salon virtuel, qui va se tenir au mois de mars ou d'avril, pour justement aider les industriels à recruter sur les filières en tension. Ça passe aussi, la question du recrutement, par le concept de réserve industrielle, donc, qui a été développé pour la LPM, qui permet, en fait, parce que justement on a identifié des métiers qui sont en tension dans l'industrie de défense, on va essayer de chercher des moyens de, assez vite, le jour où il faudra justement monter en cadence, être capable de recruter des personnels déjà compétents dans des filières, on va dire, qui sont très proches. Typiquement, la filière automobile, c'est quand même assez proche de métiers en lien avec la production de véhicules terrestres, par exemple. Donc on voit bien que sur ces métiers-là, il y aura assez peu de formation à faire pour qu'une personne qui est parfaitement opérationnelle sur une chaîne de voitures commerciale puisse être mise sur une chaîne de véhicules militaires, à peu près dans les mêmes gammes. Voilà. Et puis enfin, dernier pilier, c'est le financement. Financement, nerf de la guerre. Il y a beaucoup d'actions qui ont été menées donc depuis 2 ans, parce que c'est votre question, je ne vais pas revenir à très très loin. Beaucoup d'actions qui ont été menées depuis 2 ans sur la question du financement. Je vais être très synthétique parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais le financement, quand on parle de financement, il y a bien 2 sujets différents et distincts. Et nous, on fait ce distinguo-là, c'est l'accès au crédit et l'accès aux fonds propres. C'est des choses qui sont complètement différentes, c'est des mécanismes différents et un usage qui est différent pour les entreprises. Donc la question de l'accès au crédit, la presse en effet les choux gras à certaines occasions. L'idée, c'est de discuter avec les réseaux bancaires pour identifier les entreprises qui n'ont pas accès au crédit parce qu'elles viendraient du secteur de la défense. C'est ça les sujets qui nous intéressent, pour voir s'il y a une exclusion a priori parce qu'appartenance au secteur défense de certaines entreprises. Et dans ces cas-là, on agira. Si après, c'est des entreprises qui, de toute façon, qu'elles fassent de l'automobile ou de la défense, elles n'ont pas accès parce que leur situation financière ne leur permet pas d'avoir accès au crédit, bon, ben là, c'est un cas qu'on ne pourra pas traiter. Mais donc pour le premier cas, ce qui a été mis en place, c'est donc une amélioration du dialogue entre le secteur bancaire et le secteur de la défense. Il y a eu une personne qui a été nommée au ministère des Armées qui est médiatrice, qui est référente bancaire et médiatrice d'ailleurs, accessoirement, qui est en relation avec des référents défense dans tous les réseaux nationaux bancaires, les réseaux bancaires nationaux. Voilà. Et donc par ce réseau, on arrive à discuter de tous les cas d'entreprises qui ont des difficultés à se financer sur le crédit. Et ensuite, en toute confidentialité, ces dossiers sont étudiés. Et si on doit pousser le dossier parce que le dossier finalement a été refusé par la banque simplement par méconnaissance du secteur dans lequel agit la société, et ben c'est tous les dossiers qu'on a vu passer et qui rentraient dans ce cas-là, on a réussi à obtenir le financement. Donc on sait agir. Voilà. Et la question du financement en fonds propres, vous le savez, le ministère des Armées a des vecteurs de financement en fonds propres. Bon, c'est des investissements minoritaires, mais l'idée c'est d'avoir un effet de levier pour entraîner donc des investisseurs autour de table. Donc ça a déjà été mis en place. Il y a beaucoup de discussions actuellement sur la mise en place du nouveau mécanisme Defense Equity Facility par la Commission européenne.
Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais être trop long sur la question du financement. Mais voilà, 5 axes sur lesquels on agit et il y a des choses très concrètes qui sont faites depuis 2 ans. Voilà. Merci pour cette vision vue de la DGA et en particulier le sous-titre de ce qu'est l'économie de guerre qui n'était pas forcément toujours très bien compris et je vous en remercie pour cette clarté. On va pouvoir décliner maintenant cette vision un peu institutionnelle qu'on vient d'avoir avec une vision un peu industrielle. Et donc je vais me tourner d'abord vers Vincent Thomassier, puisqu'on a la chance d'avoir deux acteurs industriels autour de cette table. Et un peu même question finalement, vu d'MBDA, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans pour s'adapter à la nouvelle donne stratégique dans un contexte où la filière missile est particulièrement mobilisée compte tenu de ce qu'on voit de la guerre en Ukraine. Et j'ai encore vu ce matin les chiffres qui ont été annoncés par Éric Béranger qui montrent une augmentation de quasiment 10% des commandes par rapport à l'année précédente, qui était déjà une année record, et quasiment presque 30 milliards de commandes cumulées en fait, donc un chiffre assez impressionnant. Donc comment vous vous adaptez par rapport à ces commandes qui affluent? Merci, je vais essayer d'être un peu plus bref. Avant de commencer de décrire l'impact pour MBDA de cet environnement Ukraine post-2022, je voudrais juste rappeler le modèle de MBDA. Emmanuel Kiva, le délégué général pour l'armement, dans son propos, a mis en relief et a souligné le modèle MBDA et le modèle Airbus, comme deux modèles à succès en Europe. Je pense que dans la discussion qu'on aura plus tard avec vous, Anne, on est aussi l'exemple d'une industrie européenne rationalisée, qui a été créé par nos pairs, par Airbus, par EADS à l'époque, Airbus, Leonardo et BAE Systems, au moment où on parlait de paix. On n'était pas du tout en économie de guerre, on était en plein dans l'économie de paix. On était à 2 doigts de faire faillite en Angleterre. Il n'y avait plus de demandes. Les missiles américains étaient dans tous les tiroirs du MOD à Whitehall. En France, on était encore protégé par la composante nucléaire et par la souveraineté. Mais l'époque était difficile et la seule réponse, et je pense qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, c'est exactement la même, il faut rationaliser la demande et rationaliser l'offre. Voilà, MBDA aujourd'hui, 20 ans plus tard, c'est le 3e acteur mondial. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir conscience de l'effort qui ont été faits par les industriels, mais aussi par nos États, France, Italie, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne dernièrement, pour constituer ce joyau qui est à leur disposition pour garantir aujourd'hui leur souveraineté. Et quand on parle d'Ukraine, quand on parle de résilience, quand on parle d'économie de guerre dans le domaine des missiles, il n'y aura rien de tout ça s'il n'y avait pas d'usine en France, en Angleterre, en Italie pour produire ces missiles. Et Paris, Londres et Rome iraient à Washington faire la queue leu pour avoir un order du DOD et après tous les autres. Donc c'est très concret en fait MBDA. MBDA aujourd'hui c'est un acteur qui offre de la souveraineté, qui offre des produits qui sont utilisés aujourd'hui en Ukraine, mais pas qu'en Ukraine, en mer Rouge et qui ont été utilisés dans le passé. La presse en fait état, ce sont nos États qui sont chargés de donner ces capacités à l'Ukraine. C'est du Mistral, de la défense solaire, c'est de l'Aster, c'est de l'Astram qui est fourni par nos amis britanniques. C'est évidemment du Scalp et du Storm Shadow qui est le programme fondateur de MBDA. Donc évidemment qu'MBDA est touché au jour le jour par tout ça pour ses considérations très opérationnelles. Et puis évidemment d'un point de vue industriel. Alors d'un point de vue industriel, nous le marché c'est simple, il a pris encore 80% l'année dernière. Voilà, entre 22 et 23 on a pris 80%, on a quasiment doublé en 2 ans. Et je ne parle que du marché européen. Le marché européen, grosso modo, c'était 8 milliards d'euros en moyenne sur les 10 dernières années. Aujourd'hui on est autour de 18 milliards. Donc le sujet, il est là. Le sujet du rampage industriel, pour nous, il est présent. C'est notre quotidien et c'est d'autant plus important que, comme tout industriel, si jamais on perd les marchés dans les 2 prochaines années, on sera sorti pendant 10 ans. Donc c'est pour ça que dans le time to market est extrêmement important, c'est-à-dire qu'on en reviendra avec Anne, je pense, mais sur tous les outils européens, le time to market est aussi extrêmement important et on peut toujours être subventionné pour faire des produits, mais s'ils n'arrivent pas au bon moment pour adresser un certain marché, c'est l'argent qui ne sert à rien. Il n'a aucune efficacité. Alors que fait MBDA dans ce contexte? MBDA, il investit énormément d'argent, et d'où l'intérêt d'avoir un groupe aussi important que le nôtre. Ça sera plus Éric Béranger l'a dit ce matin dans sa conférence de presse, ça sera plus de 2,4 milliards d'euros qu'on va investir dans le groupe MBDA dans les 5 prochaines années, dont 1 milliard d'euros en France, pour faire face en fait à ces investissements, que ce soit dans nos sites de production, dans la modernisation de nos outils de développement, dans la formation, dans les ressources humaines, dans la constitution de stocks
dans la réduction des goulots d'étranglement, alors constitution de stock, c'est des stocks de composants, c'est des stocks de titane, on a acheté 80 tonnes de titane pour 3000 missiles, voilà. C'est des stocks de composants, parce que malheureusement MBDA est un acteur défense, et quand il s'adresse à des brokers pour acheter des composants, vous pensez bien qu'on est les derniers à être servis. Donc voilà, donc on doit anticiper, c'est notre travail quotidien, et on le fait depuis des années, mais c'est encore plus important de le faire maintenant. En même temps, on a un problème de ressources humaines, parce que ça ne sert à rien, on peut mettre des milliards d'euros, mais si on n'a pas d'ingénieurs et des techniciens pour faire tourner nos machines, ça ne servira pas grand-chose. Donc là, c'est plus de 2600 personnes qu'on va encore embaucher l'année prochaine. Et donc avec un challenge extrêmement important pour nous, de former tous ces jeunes, ou ces moins jeunes, à cette cadence. Aujourd'hui, on est très loin encore de l'économie de guerre, au sens propre du terme. On est dans un marché complètement ouvert, où on est en compétition entre les uns et les autres. Et malheureusement, Renault ne nous donne pas assez ingénieurs pour faire des missiles. Donc, on doit investir, on doit les payer, mais c'est notre avenir qui est en jeu, donc on le fait. Évidemment, tout ça ne se fait pas sans l'aide de nos États. Donc, l'économie de guerre poussée par le président et toutes les initiatives faites par la Direction générale d'armement vont dans le bon sens. Comme on l'a dit, nous, industriels, on ne peut pas traiter certains goulots d'étranglement. Quand on est en compétition avec Airbus ou Safran sur certaines pièces métalliques, on passera après eux, sauf si l'État joue son rôle. Donc il y a des bonnes choses qui sont en cours de résolution avec la DGA, mais aussi avec les Britanniques, avec les Italiens. Concrètement, nous, le ministre l'a dit et notre président l'a dit aussi, Mistral, on a multiplié par 2, même par 4 en fait, notre rythme de production depuis 2022. Pour l'Aquero MP, qui est de missile anti-char, on a multiplié par 3,5 la production d'ici. On la multipliera de 3,5 d'ici 2025. Pour l'Aster, on va augmenter de 50%. Et l'Aster, je vais peut-être m'arrêter une seconde sur le missile Aster. Alors le missile Aster, c'est un missile qui a été fait en coopération franco-italienne dans les années 77. Le programme, il a été lancé dans la fin des années 70, mais qui a évolué depuis, qui est un système solaire qui est un des meilleurs au monde et qui est un concurrent du Patriot américain. Voilà, c'est des systèmes qui défendent les armées contre des avions, des missiles supersoniques ou nos bateaux, typiquement des bateaux de Naval Group, entre autres. Ce missile Aster, il n'est pas français, il est fait en coopération. Donc la moitié du missile est français, la moitié de l'autre partie du missile est italien. Donc l'économie de guerre, elle ne peut pas être franco-française. L'économie de guerre, elle peut être qu'européenne. Et là, cette dimension européenne, on y reviendra, elle est essentielle pour traiter le sujet, surtout dans des objets de coopération où la supply chain est européenne. Voilà. Et il ne faut surtout pas derrière qu'on se replie derrière une souveraineté nationale sur toute la chaîne d'approvisionnement, parce qu'elle ne sera pas soutenable dans la durée. Donc ça, c'est une vraie difficulté pour nous, et c'est pour ça que les réductions de délai sur l'Aster sont plus compliquées, parce que c'est des objets plus compliqués, avec une supply chain beaucoup plus compliquée qu'une munition ou qu'un missile anti-char. Voilà, je pense que j'ai été assez... Ok, je vous remercie pour cette explication, d'avoir expliqué concrètement ce qui s'est passé chez MBDA. Et donc maintenant, on peut réfléchir auprès d'un groupe qui est peut-être moins emblématique de l'économie de guerre, encore que il y a quand même beaucoup de choses dont on peut s'interroger, puisqu'il y a quand même des pratiques de montée en cadence aussi, il y a des nouvelles technologies, des drones sous-marins par exemple qui émergent. Et donc vous, chez Naval Group, Eric Bromley, quelles ont été les actions que vous avez entreprises de votre côté ? Bien, merci. Alors, si l'économie de guerre, c'est produire plus vite, moins cher, en ce qui concerne Naval Group, je peux vous assurer qu'on y est. Et on est parfaitement emblématique de cet objectif de notre nation et de l'Europe. Je vais peut-être revenir, en complément de ce qui a été dit par les autres interlocuteurs, revenir sur l'actualité, évidemment, c'est votre question, sur ce qui se passe en mer Noire et ce qui se passe en mer Rouge. Parce que finalement, je crois que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a un avant et un après, et se projeter dans le monde d'après en analysant assez rapidement ce qui se passe dans le monde d'avant, dans le monde d'aujourd'hui. La première chose, on le voit en mer Noire, on le voit en mer Rouge, c'est que ça nous a rappelé à tous que 80% des échanges passaient par les mers. Et que si on bloque une infrastructure, si on bloque un détroit, on peut avoir un impact absolument géopolitique sur les échanges, sur l'internationalisation et même sur l'état des populations. Si on arrête de transporter des céréales, on peut assez vite amener
l'état de l'humanité dans des états critiques et de famine, et les échanges mondiaux peuvent s'arrêter très vite. Donc déjà, ce qui s'est passé en Ukraine au début, on l'a vu sur les céréales, ce qui se passe en mer Rouge aujourd'hui, rappelle à tout le monde que la liberté des échanges passe, je vais dire d'abord et avant tout, par la liberté de circulation sur les océans, et que si nous voulons protéger nos populations, si nous voulons protéger nos sociétés, ça passe par la capacité de protéger les échanges maritimes. Donc c'est pour ça qu'à ce titre, ce qui se passe est extrêmement emblématique de ce que le monde naval peut faire. Lié à ça, mais ça c'est un rétexte de ce qui s'est passé en mer Noire, c'est le retour des mines et de la guerre des mines. Voilà, on peut bloquer une infrastructure portuaire, on peut bloquer les échanges par finalement des moyens assez simples. Alors ça n'a pas été trop médiatisé, communiqué, mais je peux vous assurer que le retour des mines en mer Noire et la nécessité absolue des États et des marines de se doter de systèmes des guerres des mines est un impact rétexte immédiat sur lequel évidemment les industriels, les Naval Group en particulier, déploient des solutions. Alors si ce sujet-là a été un peu moins médiatisé, celui d'après, vous voyez où je veux en venir, l'a été énormément. Voilà, c'est une vraie rupture en fait dans ce qu'est le combat naval aujourd'hui, avec l'usage massif de drones, que ce soit des drones aériens ou des drones navals. Alors je ne vais pas dire qu'on ne l'avait pas vu, hein, parce que rappelez-vous, il y a quelques années, les images, dessins de drones iraniens qu'on voyait sur les mers et l'arrivée, mais quand Naval Group en 2022, donc juste après la guerre en Ukraine, ouvre un axe stratégique de développement des drones, systèmes autonomes et armes sous-marines, à l'époque on se demande pourquoi. Je crois que 2 ans après, plus personne ne se pose la question. Et l'impact des systèmes de drones que l'on voit en mer Noire, et vous voyez comment les Ukrainiens les ont utilisés, et avec des résultats impressionnants, avec une rapidité de développement, hein, quand on dit plus vite, moins cher, quand on voit ce qu'ils ont fait. Alors c'est vrai qu'un État en guerre, étant donné qu'il va consacrer une partie extraordinairement importante de son PIB au développement de défense, est capable d'aller très vite dans le développement. Hein. Je veux dire, comprenez mon propos, si on voulait le faire, si on dépensait 10% de notre PIB dans la défense, on irait encore plus vite pour développer ça, référence à ce qui s'est passé dans les guerres précédentes. Mais l'usage massif des drones est quand même un éclairage, alors à la fois en mer Noire, et on voit les résultats, en mer Rouge, et tu l'as rappelé Vincent, où nos navires, pour protéger la liberté de navigation, la liberté des océans, sont amenés à faire usage de leurs armes. Et on a démontré l'efficacité de nos systèmes d'armes pour être capable de protéger nos propres navires et de protéger aussi des navires de marine marchande contre des attaques, en l'occurrence celles des rebelles Houthis. Voilà, donc ce qui se passe, le domaine naval est totalement, en tout cas sur ces conflits, immergé par ces ruptures et ces nécessités absolues dans le cadre de l'économie de guerre. Alors je vais dire de mixer le temps long et le temps court. Parce que c'est vrai, quand on pense à un asset naval qui soit bâtiment de surface sous-marin, on pense à des objets de temps long, parce qu'il faut longtemps pour les développer, les fabriquer. C'est inhérent à notre industrie, mais nécessité absolue dans le temps court d'aller beaucoup plus vite sur l'usage des drones et dans leur concept opérationnel. Alors toujours en combat collaboratif avec des navires avec équipage, drones de surface, drones sous-marins, et puis la nécessité absolue de se protéger et de protéger nos navires contre ces nouveaux systèmes et ces nouveaux axes d'emploi. Donc je crois qu'on le fait. Alors je ne vais pas revenir sur tout ce que fait Naval Group ou ce que fait l'industrie navale, parce que j'ai la chance aussi de présider le groupement des industries et constructions navales. Mais je peux vous assurer qu'on a pris ce tournant et qu'on apportera à nos nations, alors dans le cadre de la LPM en France, dans le cadre de coopération européenne, je crois que ça va être une prochaine étape de vos questions, vos prochaines questions, on est capable d'apporter des réponses. Mais de toute évidence, hein, retenez ces mots, se rappeler que les échanges maritimes sont la clé finalement de notre modèle. Voilà, si on n'a plus accès aux mers, ça va très vite poser des problèmes aux populations et donc il faut les défendre. Et des nouveaux concepts qui sont apparus, la mer Noire, la mer Rouge, qui sont autant de zones de conflit aujourd'hui qui nécessitent de développer notre réflexion et d'apporter des solutions nouvelles. Merci pour votre propos et en particulier d'avoir rappelé l'important d'être agile par rapport à des menaces qu'on n'avait pas forcément anticipées. Donc, garder cette capacité d'innovation pour répondre aux besoins rapidement. Dernier intervenant, Jean-Pierre Molny, donc pour une vision un peu plus globale, générale, j'ai envie de dire, sur cette perspective. La guerre en Ukraine a rappelé l'importance du critère du temps, de l'urgence même dans les choix d'acquisition. On l'a vu avec un certain nombre de décisions qui ont été faites par des partenaires européens depuis février 2022. Donc quelles ont été quelque part
forme de typologie, si tant est qu'on puisse en faire une, les stratégies qui ont été menées par les pays européens pour satisfaire leurs besoins qui étaient extrêmement urgents, à la fois pour reconstituer les stocks, livrer les matériels à l'Ukraine et améliorer quantitativement aussi leurs forces armées. D'abord, je pense qu'il faut rappeler un certain nombre de choses par rapport à cette guerre en Ukraine. C'est très bien, effectivement, aujourd'hui qu'on parle d'industrie de défense. Je pense qu'on en parlait déjà autrefois, mais je pense que ça avait moins d'écho. L'écho que ça a aujourd'hui, c'est que c'est l'industrie de défense qui va éviter, l'industrie de défense européenne, qui va éviter que l'Ukraine perde. On est le soutien des Ukrainiens aujourd'hui. Et là, c'est toutes les industries de défense françaises et des autres pays européens, sachant que pour l'instant, l'aide des Américains est bloquée au Congrès. Ça, c'est la première chose qu'il faut prendre en compte. La deuxième chose qu'il faut prendre en compte, nous, en France, on a toujours eu cette politique qui était que le fait d'avoir une industrie d'armement faisait partie de la politique de défense parce que ça nous donnait ce qu'on appelait une liberté d'action. Aujourd'hui, ça va au-delà de la liberté d'action avec ce qui se passe avec l'Ukraine. C'est la liberté tout court qui est en jeu. Donc l'enjeu, il est extrêmement important. Maintenant, on est face à deux paradoxes par rapport à cette industrie de défense. Le premier paradoxe, c'est que c'est une industrie qui, aujourd'hui, est essentiellement privée. Alors c'est vrai que mon voisin de gauche a un actionnariat plutôt public, majoritairement public, mais il évolue dans un milieu compétitif. Les accès au financement, ce sont des accès au financement privé, les investisseurs, avec toutes les difficultés qu'on voit bien aujourd'hui. Et puis, ce sont des entreprises qui fonctionnent avec des clients. Dans un monde au fond ouvert, même si les marchés sont fermés, ce qu'a rappelé Vincent Thomassier au début. Donc, on a, j'ai envie de dire, un environnement qui est, on va dire, juridiquement majoritairement privé. Mais l'État en lui-même, surtout avec la situation actuelle, l'État, ses obligations, ils ne sont pas les mêmes. C'est la sécurité. C'est la sécurité des individus. Donc, on est dans un environnement qui, là, devient essentiellement public. Et quand on passe en économie de guerre, on vient même dans une situation où, finalement, on cherche des règles exorbitantes du droit commun, même, pour faire fonctionner cette industrie. Donc, on est dans un paradoxe à ce niveau-là. Le paradoxe qui s'est vu quand même un petit peu au début de la négociation sur l'économie de guerre, mais en France, mais je pense dans tous les pays, avec l'État disant je veux, et puis l'industrie répondant oui, moi je veux bien donner, mais si vous me donnez les moyens de fabriquer. Donc ça, c'est le premier paradoxe. Le second paradoxe, c'est le paradoxe du temps, de l'agenda. Alors ce paradoxe, il se voit de différentes manières. C'est sûr que le retour d'expérience fait qu'il va falloir fabriquer plus vite. Mais si on regarde, et j'en reviens à ta question sur les réactions des différents États, il y a beaucoup d'États, j'ai envie de dire, leur défense était essentiellement vue finalement dans le cadre collectif de l'OTAN, en se disant on se repose sur l'OTAN, et en fait se reposant sur l'OTAN, c'est se reposer sur les Américains. Et puis là, tout d'un coup, la menace est aux frontières. Et donc la réaction, c'est de se dire il faut que je me protège, donc il faut que j'achète vite, il faut que les capacités, je les ai très rapidement. Donc, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Je n'ai pas le temps de développer un programme d'armement, donc j'achète sur étagère. Si j'achète sur étagère, quel est le moyen le plus rapide d'acheter sur étagère? Tiens, les Américains, ils ont les Foreign Military Sales, des ventes d'État à État, ça va très vite. Donc, acheter américain, c'est assez pratique. Et puis, vu la situation et la menace russe,
avoir une garantie de sécurité des Américains, acheter américain, c'est pas plus mal. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec cette situation, donc puisqu'on a fait le bilan à la fin de l'année dernière, où on s'est aperçu que 78% des commandes qui avaient été passées au sein des pays de l'Union européenne avaient été passées en dehors de l'Union européenne, et que pour les Américains, ça représentait même 63% des commandes totales. Alors, il y a des explications derrière tout ça qui viennent aussi sur la manière dont les budgets de défense sont conçus. En France, on a une loi de programmation militaire. La loi de programmation militaire, elle planifie les dépenses d'armement sur 7 ans. Mais en fait, on a ça parce qu'on a des programmes d'armement qu'on développe. Et les programmes d'armement, d'ailleurs, ils sont sur plus de 7 ans. Hein. Ils sont sur 15, 20, 30 ans. Et en fait, aujourd'hui, quand on a une loi de programmation militaire qui va jusqu'à 2030, on sait déjà ce qu'on va dépenser en 2040, pour partie. Donc on a à la fois quelque chose qui est très bien planifié, qui est très rigide, peut-être parfois trop rigide, mais qui en moins réussit à concilier le court terme, le moyen terme et le long terme. Et le problème, c'est qu'avec nos... Enfin, c'est un problème, mais nos partenaires européens, ils n'ont pas ce type d'instrument. Et donc, ils ont privilégié le court terme sur le long terme. Et ça, on l'avait, j'ai envie de dire, on l'avait identifié dans le cadre d'ARES. ARES, c'est un réseau de chercheurs européens sur les questions d'armement. On avait fait une tribune en avril 2022. C'était paru dans les Échos, mais dans d'autres pays européens, pour dire attention, le risque, c'est, pardon, vous n'allez pas acheter en commun, parce qu'en plus, on avait des politiques au tout début de la guerre qui étaient séparées. Vous allez acheter sur étagère, et vous allez, d'une certaine manière, vous risquez d'affecter la capacité de l'industrie de défense européenne sur le long terme. Effectivement, c'est les résultats qu'on a vus à la fin de 2023, et c'est sur quoi il faut absolument travailler aujourd'hui pour renverser cette tendance, parce que si on est trop dépendant à horizon 2040-2050, en fait, c'est notre d'armement étranger, en fait, c'est notre sécurité qui sera en jeu. Je vois que tu me regardes, visiblement, il faut aller un petit peu plus vite. Juste deux derniers mots. L'économie de guerre, parce que je vais un peu quand même, vous savez, de temps en temps on fait de la presse et des plateaux de télé, et il y a des questions, on se dit mais c'est pas possible quoi. L'économie de guerre, si vous demandez à Peugeot, vous dites à Peugeot, je veux 4 fois plus d'automobiles. Est-ce que Peugeot, sérieusement, il va vous dire, ah bah oui, il n'y a pas de problème, dans le mois qui vient, je vous fabrique 4 fois plus d'automobiles. Mais ça n'a aucun sens. Peugeot, il va vous dire, ok, il me faut 2-3 ans pour faire ça. Puis surtout, il me faut des clients, il me faut des commandes. Donc, on sait à peu près sur l'industrie de défense que pour une remontée en puissance, on va dire très forte, il faut entre 2 et 4 ans. Et comme l'a dit Pierre-Emerick Pommelet, 2 et très forte, c'est augmenter les budgets de défense, on va dire, de manière... raisonnable n'est pas le mot, mais de manière à ce que ça soit acceptable pour les citoyens. Parce que là aussi, si vous prenez le budget de défense, on m'a posé la question une fois en me disant « mais pourquoi vous ne faites pas comme les Russes ?» Ok, on fait comme les Russes. Alors, vous doublez le budget de défense, plus 50 milliards d'euros par an, au moment où on annonce 10 milliards de réduction sur le budget de la défense, sur le budget de la France. C'est pas cohérent, si vous voulez. Ça, c'est la première chose. Et les deuxièmes choses, là je vais défendre absolument ce que fait l'Union européenne à ce niveau-là, parce que l'Union européenne, tout le travail qui est entrepris, on pourra revenir sur le sujet, c'est essayer justement de faire que ça veut dire que j'ai dépassé le temps peut-être.
Plus d'acquisitions en commun, compétitivité, aider à la remontée en puissance, hein, notamment toutes les questions des chaînes d'approvisionnement. Donc l'objectif, il faut le partager, il faut soutenir ce que fait l'Union européenne à ce niveau-là, même si après, sur les propositions qui sont faites, on peut toujours discuter. Merci Jean-Pierre de ton propos qui me permet d'ouvrir sur la deuxième partie de la table ronde, plutôt consacrée à la perspective d'avenir, en fait, en quelque sorte. Et juste un point pour les auditeurs de la salle. La session des questions-réponses va être relativement rabotée pour tout un tas de raisons, mais en particulier, il y a beaucoup de bruit, vous l'avez compris. Et donc, je vous demanderai de bien vouloir poser les questions que vous avez sur l'application de l'événement. Ça me permettra de faire le tri, de les regrouper le cas échéant s'il y en a besoin, et de distribuer la parole convenablement pour que tout le monde ait l'opportunité de s'exprimer largement. Je vous remercie. Donc, merci. Et donc, la question que je vais poser maintenant aux intervenants, en leur demandant une réponse synthétique pour nous permettre d'avoir un temps de questions-réponses relativement important. Donc d'abord, revenir donc dans le même ordre, en fait. Donc Anne-Forge, je me tourne vers vous. Évidemment, tout le monde a à l'esprit la publication de Edis la semaine dernière. Et si vous pouvez, en quelques instants, nous résumer quelques propositions phares qui nous permettent de comprendre un peu quelle perspective on peut imaginer pour l'industrie de défense à l'échelle européenne, tout en gardant sa compétitivité. Merci. Merci beaucoup. Alors c'est un véritable défi de résumer EDIS en 3 minutes, parce que donc EDIS, c'est cette nouvelle stratégie conjointe qui a été adoptée par la Commission et le haut représentant le 5 mars dernier, et qui vise justement à prendre les leçons des mesures urgentes dont j'ai parlé dans ma première intervention, et de définir une stratégie à plus long terme pour soutenir donc la compétitivité, mais aussi la capacité de réaction de la base industrielle européenne de défense. Et lorsqu'on regarde EDIS, on peut résumer EDIS en 5 axes principaux. D'une part, c'est une stratégie qui, je dirais, s'étend sur une durée d'à peu près 10 ans. Donc, c'est des mesures qu'on souhaiterait mettre en œuvre sur une durée de 10 ans. Le premier axe, c'est, on en a parlé, comment continuer à inciter les États membres à acheter ensemble et européen. Donc, on parle d'acheter de façon plus efficace, ensemble et européen, et évidemment de dépenser plus. Et je pense que c'est un point important. On a mentionné l'importance de la coopération pour être plus efficace, pour donner plus de visibilité aux entreprises. Dans le programme EDIRPA, c'était pour des besoins urgents et critiques, mais je pense que cette nécessité d'avoir plus de coopération au niveau européen, de pouvoir passer des commandes plus importantes et de donner plus de visibilité aux industriels européens est nécessaire pour s'assurer que la base industrielle de défense européenne puisse survivre, se développer et vraiment contribuer à la sécurité des Européens. Donc pour ce faire, nous mettons, comme nous l'avons fait dans EDIRPA, nous proposons de mettre du budget sur la table, et également nous essayons de faciliter la coopération. On a parlé du FMS américain. Alors évidemment, on ne peut pas développer un système équivalent, mais nous avons mis aussi sur la table des mesures pour donner plus de visibilité à l'offre européenne et essayer de faciliter la coopération. Donc ça, c'est, je dirais, le volet demande qui est très important, et également un volet plus offre, où là encore, on s'inspire des mécanismes d'intervention que nous testons avec le programme munitions, où là encore, on voudrait aider, on souhaite aider l'industrie européenne de défense, et pas seulement l'industrie des munitionnaires, à monter en puissance, en partageant les risques pour les premiers investissements pour le développement des capacités de production. Et on met sur la table aussi des mesures comme du financement de capacités, alors ce qu'on appelle en anglais Ever Warm Capacities, donc comment avoir des capacités de réserve qui peuvent être également mobilisées en période de tension. Et également un certain nombre de mesures qui aussi visent à l'avenir. C'est-à-dire que là, on se concentre beaucoup sur la réactivité de l'industrie, ce qui est tout à fait nécessaire,
mais nous soulignons aussi le besoin de continuer à investir dans les technologies et les équipements du futur. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir ce double axe de temps en tête. Et évidemment, la réponse là, c'est tout de suite maintenant, mais il faut aussi planifier pour l'avenir. Et enfin, je pense que, parce que je ne pourrais pas aborder tous les aspects des 10, je pense qu'un point important aussi, c'est, et on y a fait référence lorsque on parlait de l'accès au financement, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre bon français, le mainstreaming des considérations de défense, c'est-à-dire que d'intégrer dans nos politiques publiques à l'échelle européenne la question de défense et la question de la résilience. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que les politiques publiques que nous développons puissent venir aussi en support de l'industrie de défense. On sait que parfois, ce n'est pas toujours facile. Et en particulier, l'accès au financement, où là encore, on a déjà testé certains mécanismes pour essayer de non seulement, nous disons, il faut augmenter l'investissement public, mais nous appelons aussi le secteur privé à soutenir l'industrie de défense, en particulier dans les chaînes d'approvisionnement, parce qu'effectivement, on l'a mentionné, les chaînes d'approvisionnement sont, d'abord, elles sont transnationales, donc ça c'est important, c'est une réalité, et c'est important, et c'est aussi une force parfois, si la sécurité d'approvisionnement est bien organisée, mais il faut aussi que tous ces petits acteurs dans les chaînes d'approvisionnement puissent suivre la montée en cadence. Donc là encore, la question de l'accès au financement est importante. Et je voudrais juste conclure sur la question effectivement de quel type d'industrie de défense nous voulons au niveau européen. Je pense que c'est important si on veut avoir un soutien de l'ensemble des États membres pour une ambition plus importante en soutien de l'industrie de défense, que nous européanisions cette industrie de défense. Donc il peut y avoir plusieurs modèles, mais nous voyons déjà au niveau des chaînes d'approvisionnement, en particulier lorsqu'on va très bas dans les chaînes d'approvisionnement, que les chaînes d'approvisionnement sont européennes. Donc il nous faut un cadre de coopération pour s'assurer que cette européanisation ne soit pas un obstacle et ne pose pas de problème de sécurité d'approvisionnement. Mais tout ça, je pense que c'est très important à mettre en place et c'est ce que nous proposons dans la stratégie. Mais je vais m'arrêter là puisque je vois que le temps est compté. Je vous remercie de me faciliter la tâche. Et donc, quelque part, un peu la même question pour vous, Nicolas Grangier. Dans un contexte où l'industrie de défense française, elle est réputée au moins à niveau européen comme étant quasiment une des plus performantes, parce que pour des raisons de souveraineté, évidemment, c'était connu comme étant un pilier de l'autonomie stratégique. Et donc, comment vous imaginez les outils de politique industrielle pour garantir cette autonomie stratégique dans ce contexte européen qui vient d'être rappelé? Alors, la question des perspectives. Je vais tout de suite rebondir sur ce qui vient d'être dit par Anne Faure, parce qu'en fait, je voudrais quand même que tout le monde ait en tête le fait que quand il y a des instruments qui sont mis en place par la Commission européenne, c'est sur le budget communautaire, et donc tous les États contribuent à ce budget. Pourquoi je dis ça? C'est pas pour dire que ça coûte cher et donc c'est pas bien. C'est pour dire que de toute façon, les États n'ont pas d'autre choix que d'utiliser au mieux les mécanismes, les vecteurs financiers, tous les mécanismes qui sont mis en place par la Commission. Parce que si on ne le fait pas, en fait, on va juste s'appauvrir. C'est-à-dire qu'on va contribuer au budget avec dans ce scénario que je n'appelle pas de mes voeux, on contribuera au budget communautaire pour que d'autres États bénéficient de ces soutiens, et en contrepartie, on continuerait à faire la même chose, nous, avec notre propre budget. Donc ça conduirait à un problème. Donc on va investir ce champ des vecteurs de financement européens pour les utiliser au mieux. Alors, avec la contrainte évidemment d'aller vers plus de communalité, mais ça, on n'a pas d'autre choix. Donc voilà, c'est une perspective qui est hyper contrainte, mais on n'a pas d'autre choix que de soutenir ces intentions, d'abord et avant tout parce que les États ont validé cette stratégie. Souvenons-nous de tout ça. Donc la mise en œuvre est pas forcément évidente quand on essaie de se projeter avec la vision qu'on a d'aujourd'hui de la manière dont on fonctionne et dont on développe l'industrie de défense française. Néanmoins, on n'a pas d'autre choix que d'aller vers ça. Voilà. Donc, une fois que j'ai dit ça, ça ne veut pas dire qu'à côté de ça, on ne fait rien et que d'un point de vue national, on ne réfléchit pas à d'autres perspectives. Et en particulier,
je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure quand j'évoquais la question des fonds propres. Donc on cherche on cherche à développer l'accès au financement en fonds propres de notre industrie de défense, et en particulier des PME TI, parce que c'est essentiel pour qu'elles puissent se développer. Et le développement de l'industrie, c'est un des moteurs, de toute façon, qui est au cœur de la dynamique industrielle de cette industrie un peu particulière qu'est l'industrie de défense. Donc ça, on va continuer à le faire. Et parce qu'on est sur un début de LPM, souvenons-nous, enfin, j'en ai parlé au tout début, mais une LPM, c'est 6 ans, enfin 7 ans. Donc on va aussi exécuter la LPM. Voilà. Donc dans les perspectives, il y a aussi continuer. Parce que quand on fait des commandes à l'industrie, déjà, c'est des contrats qui durent des années. Et en plus, c'est du matériel qu'on va garder des dizaines d'années. Donc, c'est pas... on est sur une capacité, entre guillemets, de manœuvre d'un paquebot. C'est-à-dire même quand on met un énorme coup de barre à droite ou un énorme coup de barre à gauche, il faut le temps que le bateau tourne. Donc les perspectives, même si j'enfonce une porte ouverte, c'est déjà d'exécuter cette LPM, de continuer la dynamique de l'économie de guerre que j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure avec les premiers résultats, mais il y en aura d'autres à venir parce que c'est quelque chose, c'est pas une opération coup de com', l'économie de guerre, c'est quelque chose qui est structurant dans le dialogue et la relation qu'on a avec l'industrie de défense. Et effectivement, je le rappelle, histoire de boucler la boucle, mais tirer le meilleur des initiatives européennes. Voilà. Merci pour ce mot sur la vision de la DGA. Et donc en fait, maintenant, on peut réfléchir à ce qui se passe à l'échelle industrielle. On a la chance d'avoir deux acteurs industriels qui sont totalement différents sous l'angle de la structuration. Vous l'avez rappelé, Vincent Thomassier, vous avez un acteur quasiment au niveau européen. Et donc en fait, la problématique de la consolidation se pose de manière différente que pour d'autres acteurs. On y reviendra tout à l'heure, je pense, avec Claric Pomelet. Et donc, votre point de vue, dans un marché qui est déjà consolidé, comment on fait pour garder cette compétitivité sur le moyen et le long terme ? Alors oui, on est consolidé, mais on a quand même des concurrents. On a des concurrents européens, des concurrents qui tissent des partenariats avec des grands acteurs américains ou israéliens. Donc en fait, la compétition, elle est là. Et de toute façon, on reste consolidé parce que c'est aussi la volonté de nos États. Quand même, nous, dans le domaine des missiles, on répond quand même à une ambition politique et on restera l'acteur que l'on est avec la volonté des États. Et là, je pense que sur le long terme, Jean-Pierre, je te remercie d'avoir adressé ce sujet court terme, long terme, parce que c'est vraiment le sujet aujourd'hui. C'est comment à la fois l'Ukraine est tout à fait une priorité pour nous tous, mais comment on fait pour aussi adresser le long terme, pour que dans 10 ans, dans 15 ans, on ait nos stocks qui soient pleins, mais pas uniquement pleins, mais qu'on ait aussi des nouvelles capacités. Et on a une loi de programmation militaire, on a un budget de planning au Royaume-Uni qui doit aussi préparer le long terme. Et dans une contrainte budgétaire forte, qui a été rappelée par tous, où il faut à la fois augmenter le tempo des opérations, augmenter l'entraînement, augmenter les stocks de munitions, il faut aussi préparer l'avenir. Et là, la dimension européenne, elle sera essentielle. MBDA continue à faire de l'Europe son vecteur de développement de nouveaux projets de coopération. On a parlé de l'Aster qui date des années 70 alors qu'il continue d'évoluer. On parle du Storm Shadow qui était lancé dans la fin des années 90. Nous, on prépare aujourd'hui en franco-italien, en franco-italo-britannique, les successeurs de Scalp, de l'Exocet, ça c'est le programme FCASW, F1FMC, qui sera essentiel dans 15 ans pour passer les défenses de demain. On prépare le successeur de l'Aster avec l'aide de la Commission européenne, mais surtout avec l'aide de nos États, dans un programme qui s'appelle IDIS, Aquila. On doit préparer aussi de nouvelles technologies, le laser, évidemment l'insertion de l'IA dans nos systèmes d'armes. Donc, les MTO, enfin tout ça a été développé. Donc, il faut qu'on trouve des leviers de croissance aussi, des leviers de financement. Il n'y a pas de marché pour ça. On ne peut pas aller voir la banque, une banque d'investissement pour aller investir là-dessus. Donc, il faut que nos États investissent parce que c'est une priorité pour eux. Et aussi là, c'est tout l'intérêt des initiatives de la Commission, c'est de créer un effet de levier. Il faut que ça crée un effet de levier pour réellement rendre intéressant cette acquisition européenne. Le motto de l'EIS, là, c'est « Invest more, better, together in European ». Moi, j'aimerais aussi, pour MBDA, ça serait « Deliver more, better, together, European in Europe ».
Parce que c'est ça, le succès de l'EDIS, le succès de l'EDIP, ça sera si on arrive à délivrer des produits et que nos armées les utilisent et les achètent. Il ne faut pas que ça soit un régime de subvention ou de politique régionale. Et donc là, c'est très important que, alors si on peut regarder un petit peu l'EDIS maintenant, et l'EDIP qui va venir, hein, il y a franchement beaucoup de bonnes choses. Et nous, MBDA, groupe européen, on ne peut que se féliciter de cette stratégie qui encourage à plus de coopération, qui encourage à plus d'achats en commun. Mais ça, c'est des engagements politiques qui ont été pris toutes les années depuis 20 ans. Hein. Donc il faudra quand même changer quelque chose. Ça reconnaît la valeur stratégique de la BITD. Ça aussi, c'est depuis 2017 dans toutes les déclarations politiques, mais c'est bien de le rappeler. Il y a des nouveaux objets, le CEAP, UMS, donc on verra ce que c'est, mais nous on est très intéressés éventuellement à ces objets qui peuvent faciliter des coopérations, qui soient des incentives à la coopération. Et puis il y a ce message fort vers le monde financier, vers une cohérence des politiques communautaires vis-à-vis de la défense, qu'on ne peut que soutenir pour que la défense ne soit plus que compatible des politiques européennes, mais que les gens comprennent que la défense participe à la soutenabilité de nos sociétés. Donc MBDA, dans 10 ans, ça sera encore plus de consolidation industrielle. On tisse des partenariats avec nos amis de Saab. La visite du président à Stockholm en a été l'exemple dernièrement. On a un footprint en Pologne qui va certainement se développer avec des commandes très importantes dans le domaine solaire. Donc MBDA continuera à avoir un pôle européen fort et constitué autour de projets de coopération. Et ces projets de coopération, c'est bien les États qui les porteront. Donc là encore, autre message vis-à-vis des types. Je pense qu'il faudra faire attention à ce qu'il y ait un juste équilibre entre les positionnements de la Commission et des États et des industriels. Il est absolument essentiel, et je le redis, qu'on adresse un marché, donc qu'on réponde à des besoins militaires exprimés qui ne peuvent pas être exprimés par des non-experts. À un moment, surtout pour des objets comme les nôtres, il faut bien que ce soit des militaires qui définissent le besoin, ça revient à la base, et puis qui les achètent in fine si ça répond à leurs besoins. Mais il faut qu'il y ait donc un souci d'efficacité, un souci de simplicité, keep it simple. Je pense que le rétex du Fed qui est en cours de réalisation nous aidera. On est en train d'expérimenter, nous, MBDA, les processus EDIRPA et ASAP, donc ce sont des très bons processus. Sur EDIRPA, on a mis en place un premier FMS à la française avec la DGA. Je pense que c'est vraiment un impulse vraiment remarquable, puisque le système Mistral va être acheté en commun par la DGA au profit de pays tiers. Et tout ça, parce qu'il y avait EDIRPA. Si EDIRPA n'avait pas existé, on ne l'aurait pas fait. Il n'y aurait pas eu cet appétit politique pour le faire, et on est bien placé pour le savoir. Donc il y a vraiment un effet d'entraînement qui est très important. Après, un petit message vis-à-vis de nos États. Il faut absolument aussi que les priorités de nos États soient compatibles des priorités de la Commission. Et il ne faut pas qu'il y ait d'effet de vase communicant entre le budget de la défense française et le budget qui est donné à la Commission, quel qu'il soit, ou sur la FEP. Ça sera la mort de l'industrie, en tout cas française et européenne, si c'est le cas. Un dernier point enfin, peut-être. Je me retrouve dans mes notes, que je voulais absolument dire. Oui, évidemment, je finirai par la place du Royaume-Uni. MBDA est évidemment un acteur qui est à 40% au Royaume-Uni. On espère toujours que l'industrie britannique pourra à un moment ou à un autre, si les conditions politiques sont réunies, participer aussi à cet effort de défense de l'Europe. Mais c'est une décision plus que politique. Mais c'est évident que pour un acteur comme MBDA, ça ferait plus que sens. Je vous remercie. Donc, Pierrick Pommelet, sans transition, vous êtes dans une industrie qui est complètement fragmentée, avec des champions nationaux quasiment, tendance à cette fragmentation nationale qui se poursuit davantage. Comment vous imaginez, vous, naviguer dans cet environnement européen de plus en plus fragmenté ? Voilà. Alors, si vous me permettez, j'aime pas trop le mot de fragmentation, parce qu'en fait, quand on regarde les marines, et depuis des dizaines d'années, les marines coopèrent. Voilà. Les task forces navales sont des task forces de coopération. Quand on veut protéger des mers et des détroits, c'est jamais une nation toute seule qui est capable de le faire. Le groupe aéronaval français, quand il se déploie avec des frégates qui viennent d'autres nations que la nation. Donc
l'industrie navale et le maritime et les marines coopèrent, et coopèrent depuis très longtemps. Je crois que même historiquement, c'est elles qui ont commencé à coopérer. La deuxième, c'est que les pays européens coopèrent dans le domaine naval de manière extrêmement importante. La France et l'Italie ont développé des frégates en commune et aujourd'hui les modernisent. L'Italie coopère avec l'Allemagne sur les sous-marins. La Belgique et les Pays-Bas coopèrent avec la France pour la guerre des mines. Les Pays-Bas, c'est un sujet d'actualité, vont devoir choisir entre des sous-marins français, allemands ou suédois dans les jours qui viennent. Et donc, finalement, l'industrie navale est un extraordinaire exemple de souveraineté. Parce que les Européens achètent des bateaux, des sous-marins, des drones européens. Voilà. Donc c'est pour ça que notre industrie, elle n'est pas fragmentée, elle est européenne. Alors bien évidemment, les pays ont des champions nationaux, mais il y a des bonnes raisons à ça. Il y a des bonnes raisons à ça. L'industrie navale, elle existe depuis des centaines d'années. On dit Naval Group, 400 ans d'histoire. L'histoire des arsenaux de la marine remonte à 1634. Mais je pense qu'en Italie, en Allemagne, en Grande-Bretagne, puisque tu l'as souligné, ça ne doit pas être loin d'être la même chose. Et donc, on est une industrie qui est totalement inhérente avec les territoires, avec les ports. Quand on a un chantier naval, c'est en général un chantier naval en centre-ville, qui est là depuis des centaines d'années, et qui a une responsabilité, évidemment, de fournir aux nations les équipements dont elles ont besoin, mais dans un but aussi de promouvoir les compétences, le développement local, etc. Ce n'est pas une industrie... Je vais dire, ce n'est pas une industrie comme les autres. Alors, toute l'industrie dira qu'elle n'est pas comme les autres. Voilà. Et donc, en fait, c'est une industrie souveraine et c'est une industrie de nation. Voilà. Et je peux vous dire, on n'est pas prêt d'avoir une nation qui abandonne son chantier naval en centre-ville parce qu'on va dire qu'il faut faire un géant et que le géant considère qu'il y aura des synergies. Et je pense que c'est une vraie force pour l'Europe, finalement, d'avoir cette industrie navale. On a la chance d'avoir des pays européens qui achètent européens. On n'a pas encore de pays européens qui achètent des bateaux américains. Alors bien évidemment, comme tu l'as dit Vincent, sur les systèmes d'armes, il y a des pays qui achètent des systèmes d'armes américains pour des bonnes raisons. Il y en a d'autres qui achètent des systèmes d'armes européens. Nous en faisons partie, voilà, dans cette industrie qui a vocation. Et donc qui a toujours coopéré et qui continuera à le faire. Et on peut là aussi saluer les initiatives de l'Europe dans le domaine, notamment le Fonds européen de défense. Il y a un programme très important qui s'appelle European Patrol Corvette, qui est un des programmes du FED et qui nous amène avec l'Italie, avec l'Espagne, avec la Grèce, avec d'autres pays européens, à imaginer des concepts navals du futur, à créer des synergies entre nous. Je donne juste un exemple pour ne pas être trop long, mais on peut rendre synergiques des travaux sur la transition énergétique de nos navires. Comment se passer du diesel demain et comment mieux utiliser des énergies nouvelles, l'efficacité énergétique, les batteries, l'impact des batteries lithium-ion, etc. Et puis bien évidemment, dans les thématiques un peu plus nouvelles qui apparaissent et en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut coopérer sur la lutte anti-drone, sur des systèmes d'armes en commun, etc. Donc, cette industrie, elle est fondamentalement souveraine européenne, c'est une force pour l'Europe. Elle est effectivement nationale par ses implantations industrielles, mais elle a toujours coopéré et elle coopérera toujours. Voilà. Je vous remercie de ce mot précis sur l'industrie navale. Et Jean-Pierre, tu as la lourde tâche de conclure le panel avec une perspective peut-être un peu plus politique sur les difficultés de l'organisation au niveau européen, de cette vision d'un marché unifié à horizon 15-20 ans. Ouais, merci de la question. Tu as 3 minutes, Jean-Pierre. Non, je pensais intervenir plutôt sur les questions de concentration, mais je vais revenir à la question sur le sujet. Alors, j'allais dire au départ que finalement, quand même, on souffrait plus de fragmentation que de concentration comme aux États-Unis. Mais comme l'a très bien dit Pierre-Éric Pommelet, effectivement, il faut distinguer selon les secteurs industriels de la défense. Mais là, il faudrait faire un cours d'1 heure pour expliquer la différence entre tous les secteurs industriels. Non, ce que je vois quand même au niveau européen, c'est qu'il y a quand même un cercle vertueux qui est en train de se mettre en place, avec une difficulté, c'est que ce cercle vertueux, il est, on va dire, sur le moyen-long terme. Ça va être difficile d'avoir des résultats à très court terme. C'est pour ça, quand on dit toujours Europe de la défense, il n'y a rien. Non, les choses se font, mais les choses se font au rythme où ça peut se faire. Si on regarde la situation actuelle, les projets de la coopération structurée permanente,
elle commence à définir les besoins en commun. Parce qu'effectivement, il faut des besoins communs. On a quand même quelques bons exemples quand même. Ensuite, ça va au Fonds européen de défense, qui commence, là, les entreprises développent en commun les technologies. Avec les DIP, normalement, on doit aller derrière jusqu'aux acquisitions en commun. Donc, le plus ce cercle vertueux fonctionnera, le plus on aura de coopération et de coopération qui fonctionne. C'est vrai qu'on a des coopérations difficiles aujourd'hui. Et donc, on aura une meilleure rationalité de l'utilisation des crédits de défense. On aura une meilleure interopérabilité des matériels. On récupérera notre marché européen, c'est-à-dire qu'on sera, les entreprises européennes auront une plus grande part du marché européen. Et donc, on aura une plus grande liberté d'action de l'Union européenne sur la scène internationale. Parce que c'est ça aussi qu'il faut avoir derrière, c'est-à-dire créer une Europe qui soit un acteur et non pas un sujet comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui. Merci Jean-Pierre, ça sera le mot de la fin. Je suis vraiment désolé, j'ai préféré qu'on puisse avoir libre parole de nos intervenants. Il n'y aura pas de questions parce que le timing est extrêmement serré. Donc je vous remercie à tous et tous d'être venus à cette table ronde. Et oui, pour remercier nos panélistes de la qualité de leur intervention. Et il y a un petit temps d'échange pour une prochaine table ronde sur la culture stratégique européenne. Merci.